Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode. Ça doit être l'épisode numéro 4, je pense, d'état d'âme, d'état d'âme créatif, où je vous avais parlé, il y a dans les épisodes précédents, des teinturières, et donc je vous avais promis de vous expliquer un petit peu le processus. Alors avant ça, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer un cadeau. Alors vous avez, si vous regardez mes tutos, vous l'avez eu déjà sur la chaîne quasiment il y a un mois, je pense. Je pense qu'il y aura un décalage de mois à peu près là pour l'instant. Après, je pense que vers le mois de novembre, décembre, je serai raccord avec la temporalité. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis en train de faire ce sac à ouvrage pour une amie qui s'est mise à faire du tricot, la traîtresse. Donc, je plaisante, bien évidemment. Alors, regardant, je savais qu'elle aurait besoin, donc je cherche des petites idées de cadeaux, et pour moi, pour mon entourage, et surtout aussi pour ma petite communauté, leur permettre de faire des cadeaux à moindre coût. On connaît un petit peu le coût de la vie. Donc, je me donne des cahiers des charges me disant que 15 € c'est sympa, moins de 15 € c'est sympa pour des cadeaux. Voilà, donc je fais en sorte de faire des petites choses comme ça. Si vous n'avez pas vu sur la chaîne le tuto par exemple du set spa, du set salle de bain, de cuisine, enfin plein de choses, j'essaye de faire plein de choses comme ça qui permet de faire des petits cadeaux aux gens qu'on aime à petit coup. Voilà. Alors, je dis pas que c'est gratuit, mais je dis que c'est bien moins cher quand même que si on allait les acheter, parce que j'ai vu ce genre de choses fait dans d'autres matériaux, bien évidemment, mais qui servaient exactement la même chose, mais à 3 fois le prix. Donc voilà, si je peux lui faire ça à la main, elle sait dans tous les cas que ça sera toujours fait avec beaucoup d'amour. Donc voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. C'est le sac à ouvrage qui a dû sortir, je pense, en début octobre. Alors, on va parler aujourd'hui, si vous voulez bien, d'une chose dont je vous ai parlé récemment. Vous ayant parlé donc des journées de la laine, du festival de la laine de Felletin dans la Creuse, et de tous ces métiers relatifs à la laine que nous les crocheteuses, je vois pas beaucoup de youtubeuses parler de tous ces processus, les éleveurs, les tondeurs, les filateurs, les tisserands, les feutriers et les teinturiers, les teinturières. J'avais envie de vous parler de ces teinturières, à savoir que personnellement, jamais, au grand jamais, j'aurais imaginé qu'il y avait des petites dames dans leur cuisine qui faisaient leur popote et qui teignaient leur laine à la maison. Jamais j'aurais... Moi, j'imaginais des grandes usines, tous ces clichés qu'on a de grandes usines, ou même dans des pays... où la vie est difficile, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc je ne savais pas qu'il y avait des teinturières qui faisaient ça à la maison, que c'était possible. Et donc je me suis abreuvée de plein de vidéos. Alors je vais quand même vous donner le nom des personnes, de quelques personnes, parce que j'ai dû voir, sans mentir, au moins une quarantaine de vidéos. Donc j'ai regardé des vidéos de Swanny Moon, des vidéos de Au fil de la ruche. Je l'ai trouvée trop adorable. Elle est trop choupette, cette jeune femme. Il y avait les laines de Bibounette, qui, elle a une technique qui est différente, parce que Au fil de la ruche, je l'ai entendu parler qu'elle faisait donc... qu'elle teignait par exemple avec de la rhubarbe, tout ça. Les laines de Bibounette, alors je ne sais pas si elle fait des produits aux produits naturels, mais je sais qu'elle fait
au pigment, avec des teintures genre du nom, c'est le nom des marques, Jacquard, Haute Couture, tout ça. Et ça me paraît quand même un processus. Alors j'ai pu voir dans les deux côtés, que ce soit naturel ou pas naturel, que c'était quand même, il y avait quand même c'était des processus qui étaient un peu dangereux, hein, parce qu'il y avait quand même, c'était masque, gants et acide, bon, plus pour quand c'était des pigments. Alors il y a des pigments naturels aussi. Il y a des teintures alimentaires, voilà, mais il y a des pigments qui ne sont pas très naturels et qui peuvent être dangereux. Je sais par exemple que, je crois que c'est Bibounette qui racontait qu'il fallait qu'elle trempe sa laine dans du vinaigre, dans un tiers de vinaigre, 2 tiers d'eau, je crois, qu'il fallait faire cuire. Et, enfin, c'est quand même, c'est pas anodin, quoi. Et puis, surtout, celle dont je vais vous parler. Alors, il y en a d'autres, pardon pour toutes celles que j'aurais oubliées, vraiment. Si vous entendez des choses que vous avez dit dans vos vidéos, c'est pas que je ne veux pas vous nommer, c'est que j'ai un cerveau qui est très sélectif au bout d'un moment, mais mes informations, j'arrive pas à garder toutes les informations. Mais celle qui a donné le plus d'informations dont je vais parler là, c'est By Night Création, une jeune femme belge qui fait de la teinture à base de produits naturels. Voilà. Donc de la teinture végétale, des plantes, des insectes, des ocres, des écorces, de l'hibiscus, du bouleau, enfin voilà, plein de choses, de l'ortie, voilà. Et elle racontait un truc, alors ça m'a passionnée. Vous savez que je suis passionnée d'histoire, et il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'elle racontait qu'on pouvait détecter de quelle couche sociale étaient les personnes, je parle par exemple au Moyen-Âge ou bien avant, selon la couleur de leurs vêtements, parce que bien évidemment les gens ont voulu colorer leurs vêtements depuis la nuit des temps, on est d'accord là-dessus. Et donc à l'époque on pouvait détecter de quelle couche sociale étaient les gens par rapport à leur couleur de vêtements. Si les couleurs étaient utilisées, venaient plus spécifiquement de la terre, comme par exemple de l'ortie, des écorces, des ceci, de cela, les gens étaient plus souvent habillés dans des couleurs beige, dans des couleurs marron, dans des couleurs kaki, tout ça. Donc c'était généralement des gens qui travaillaient la terre, et quand c'était des couleurs qui étaient plus vives, c'était donc des gens qui avaient acheté des pigments, des ocres, des safrans, des trucs qui coûtaient un petit peu plus cher dont les paysans n'avaient pas les moyens. Et donc voilà, comme ça ils pouvaient détecter qui venait de quel milieu. Il faut être quand même sacrément passionné pour pouvoir faire tout ce processus de recherche. C'est pour ça que je veux à tout prix la nommer, parce qu'elle a apporté beaucoup d'explications, et c'était important pour moi de savoir, parce que quand on voit un écheveau à 25 €, alors, moi, je pars du principe que je me dis qu'il y a une raison à toute chose. Je sais maintenant que j'étais obligée que j'ai pas pu, on peut pas être au bout d'un moment youtubeuse et ne pas avoir une société et payer des charges et tout ça. Donc je sais pertinemment le coût que ça a, la TVA, les charges diverses et tout. Donc je me doute bien que tout ce qu'elles doivent payer, que ces 25 € ne sont pas uniquement dans leur poche. Mais il y a déjà le matériel de base. Alors le matériel de base, il y a à mon sens, d'après ce que j'ai pu comprendre, deux possibilités. Soit elles achètent la laine. J'ai vu une marque passer, Regia, Forendai, donc j'ai vu les écheveaux, j'ai regardé un petit peu le prix des écheveaux, c'est à peu près entre 5 et 10 € l'écheveau, à savoir qu'elles le vendent 25 €. Donc imaginez après, quand vous saurez tout le processus, vous imaginez combien elle gagne guère dessus. Et que quand on parle d'un écheveau à peut-être 100 grammes, 400 mètres, ça nous semble cher, nous qui déjà rageons quand une pelote de laine de chez Zeman prend 50 centimes. Imaginez, elle, le coût
que ça a, le temps, c'est pas payé. C'est comme les gens qui font du crochet, qui vendent généralement au prix de la laine, avec très peu de marge, c'est très très mal payé. À mon sens, 25 euros, c'est très mal payé. Mais bon, je pense pas que si elles font à ces prix-là, c'est qu'elles savent pertinemment qu'elles ne pourraient pas vendre plus. Donc, on va reparler donc des explications de By Night Création, qui expliquait donc quel était son processus donc de teinture végétale. D'abord, il y a une chose un mot que je ne connaissais absolument pas. C'est bien d'apprendre un mot par jour. Et là, c'est mordançage. C'était le fait de nettoyer. Alors, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait deux façons, à mon sens, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'avoir de la laine. C'était soit d'acheter de la laine qui avait déjà été traitée, la fameuse Regia, par exemple, ou d'autres marques. Hein. Je suppose qu'il y a d'autres marques, mais enfin, j'ai vu une personne montrer ça, donc j'ai noté le nom au passage. Ou alors elles doivent prendre un producteur, je dis producteur, mais est-ce que c'est à des bergers, est-ce que, je sais pas, une fois que c'est mis en est-ce que c'est mis en écheveau? Alors j'ai vu qu'elle avait de la laine feutrée, j'ai vu qu'elle avait de la laine en écheveau, donc je sais pas à quelle partie de la filière elle achète ses écheveaux de laine. Ces écheveaux de laine qui ne sont pas prêts à être teints. Il faut il y a ce processus de mordançage qui est un processus de lavage. Et elle lave, et elle débarrasse d'une espèce de gras qu'il y a sur cette laine, qu'elle enlève toutes les petites parties pas très propres, qu'elle prépare, ça ouvre les écailles pour la teinture, tout ça, et ça dure des heures et des heures et des heures et des heures. Quelle patience, quelle patience. Ensuite, le mordançage long et périlleux étant passé, alors je pense qu'il n'y a pas la même chose pour la teinture au pigment, mais ceci dit et néanmoins, Bibounette disait qu'il fallait qu'elle fasse quand même tremper sa laine. Je ne sais pas si c'est elle qui disait qu'elle avait acheté la Regia, je n'ai aucune idée. Mais ceci dit et néanmoins, il fallait quand même qu'il y ait une préparation à la laine. Voilà. Elle, c'était de la laine achetée, je crois. Je suis pas sûre. Si je me trompe, je suis vraiment désolée. C'est pas volontaire. Voilà. Donc, je reviens à By Night. C'est pas que ça m'intéresse plus, mais j'ai trouvé ça, le processus, le fait que ce soit fait avec des produits naturels, j'ai trouvé ça d'une folie incroyable. Donc, le mordançage, ensuite la décoction. Elle va venir prendre le produit naturel, le produit, le végétal ou l'animal, les insectes, je crois que ça s'appelle cochenille, et elle va faire une décoction, c'est-à-dire qu'elle va mettre dans une énorme bassine avec beaucoup d'eau, elle va faire tremper ça et cuire pendant des heures. Mais quand je vous dis des heures, c'est des heures, c'est 15 heures. Voilà. Et pendant 15 heures, ça va cuire. Elle va faire cuire jusqu'à que l'eau prenne une couleur qu'elle va considérer bonne, donc, pour la teinture. Ensuite, bien évidemment, dans cette eau, flotte ce qu'elle a mis à l'intérieur, que ce soit les orties, que ce soit des écorces, que ce soit, peu importe, l'hibiscus, tout ça. Il va falloir donc qu'elle le filtre. Elle filtre ça dans une étamine, donc, et donc elle passe ça doucement, bien évidemment, vous imaginez, il y a des dizaines de litres d'eau, donc ça va, c'est pas fait tout doucement. Elle filtre, elle récupère donc tout ça, mais elle tord bien pour récupérer, ça dépend aussi si elle veut quelque chose de plus léger ou de plus foncé, voilà. Elle garde bien cette étamine parce qu'elle peut après la remettre dans l'eau pour refaire une autre décoction ou alors pour foncer le processus. Donc, une fois la décoction de prête, elle va venir plonger sa laine dans cette fameuse décoction. Elle va venir cuire. Cuire, est-ce que c'est vraiment le mot? Chauffer la laine
Ou cuir, oui, c'est aussi. À 70 degrés, j'avais tout noté parce que il fallait que je vous raconte ça. C'est fou parce que on parle, les crocheteuses, on ne parle pas de tout ça. C'est vraiment dommage parce que c'est un processus qui est tellement intéressant et les tricoteuses, elles, c'est leur monde un petit peu. J'ai jamais entendu ça chez des crocheteuses. Dans le monde des youtubeuses crocheteuses, il y a peu de personnes qui parlent de ça. Non, il y a personne, j'ai jamais entendu personne parler de ça. Voilà. Donc, elles plongent donc leur fameuse laine dans la décoction où elles ont retiré donc tous les éléments de la décoction, et là il va falloir qu'elles ajoutent du pH ou qu'elles en retirent pour que selon la couleur qu'elles veulent, que ce soit plus d'une couleur ou du moins d'une couleur, comme je vous disais, ça à 70 degrés, et qu'elles mélangent pendant 1 heure ou plus, mais qu'elles mélangent vraiment. Elles peuvent pas aller faire les courses, parce que si ça reste trop en bas, les fils qui sont en bas vont être plus foncés, ceux d'en haut seront plus clairs. Donc non, il faut qu'elles soient là, posées devant leur bassine, en train de remuer, de faire leur petite popote. Puis, au bout de leur heure et demie, vient le moment du rinçage. Ça aussi, c'est assez hallucinant. Ça peut aller jusqu'à 10 rinçages. 10 rinçages. Parce qu'elles ne veulent pas que quand la cliente reçoit le client, voilà, reçoit sa laine, et bien quand la cliente va la laver, elle se retrouve avec de la teinture qui émerge de sa pelote. C'est tout à fait normal. Et elle racontait que dans son expérience, elle a pu se rendre compte qu'il y a eu des clientes qui lui ont dit « Oui, mais bon, ça n'a plus la même couleur que quand je l'ai reçu, tout ça. » Et là, comme quoi c'est vraiment un apprentissage sur le tas. Elle s'est rendue compte que les produits avec lesquels les gens lavaient les laines avaient un impact sur la couleur. Donc, elle s'oblige à laver par 3 fois avec 3 produits différents. Alors, je pense pas que je sois en train de donner des astuces, puisque c'est sur une vidéo. Je mettrai même le lien de la vidéo, d'accord? Il faudrait que je la retrouve, mais je vais faire en sorte de la retrouver. Donc, elle expliquait donc que que les personnes qui lavaient les fils pouvaient voir, si elles ne faisaient pas, elles, ce processus en amont, voir leur laine changer de couleur, parce que les savons étaient différents. Le savon de Marseille est différent que du Soak, est différent que du Myrlaine, tout ça. Et ça faisait changer les couleurs. Et donc, elle s'oblige, après 10 rinçages, à laver par 3 fois ses laines, pour pas que les clientes aient de mauvaises surprises une fois qu'elles auront lavé leur propre laine. Je trouve que c'est long, fastidieux et mal payé. Et là, on est en train de parler de laines qui sont d'une couleur unie. Hein. On est en train de parler d'une laine qui va ressortir, par exemple, pour de l'hibiscus dans des coloris rouges, roses, pour du bouleau dans des couleurs beige, rosé. Vous voyez, on parle pas où il y a des petites inclusions, il y a des petites choses comme ça. C'est ou alors quand c'est du tie and dye, ou quand c'est, j'ai vu, je saurais plus quelle était la youtubeuse, la podcasteuse qui parlait de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui parlait, vous savez, de l'auto-rayure. Elle faisait en sorte que ses écheveaux, quand les gens tricotaient, pas crochetaient, c'est différent, tricotaient, les rayures se fassent de façon automatique. Alors là, le processus, j'ai vu un processus, mais de fou. Elle avait mis dans son couloir deux chaises, et elle allait d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Elle avait calculé exactement le métrage qu'il fallait entre chaque rayure, et donc après dans des bacs, dans le même écheveau, elle le trempait un peu dans le même écheveau, pardon, était trempé dans un bac, dans un deuxième, dans un troisième, dans un quatrième. Après, elle faisait
et je crois que même Bibounette montre qu'elle le fait aussi d'une façon à peu près pareille, et elle va jusqu'à même teinter entre avec une seringue pour qu'il y ait des nuances vraiment tie and dye. C'est un truc de fou. On a le fait de se dire, oh mon Dieu, alors au premier abord, oh mon Dieu, un écheveau de 100 grammes, 25 € c'est cher, mais on ne se rend même pas compte du travail qu'il y a là derrière. Et comme je vous dis, c'est même pas du travail avec... Il y en a qui font carrément des cakes. Je suis très curieuse et j'ai très envie justement de me rapprocher. À un moment, j'ai noté le nom d'un collectif. Ah, c'est super, ça j'ai vu ça, c'est Bibounette qui racontait ça, qu'elle fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Teinture. Alors je sais pas, peut-être que c'était une vieille vidéo, peut-être que c'est plus le cas, j'en ai aucune idée. Ceci dit, et néanmoins, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Teinture, qui est sur Instagram, où elle se donne des défis, elle se donne une image, et chacune doit teindre un écheveau. Qu'est-ce que cette image l'inspire? C'est vraiment un monde tellement proche et tellement loin du crochet dans l'approche qu'elles ont de l'amour de leur métier. Et ce sont des tricoteuses de base, hein. C'est pas que des teinturières. Elles non seulement elles teignent, mais surtout elles tricotent. Et elles tricotent. Bon, on comprend que pourquoi elles tricotent tant de chaussettes. Parce que un écheveau à 25 €, c'est sûr que faire un pull, il y en a qui font des pulls, hein. Alors, bien évidemment, il y a des grosses sociétés, et j'en parlerai aussi, qui font des laines fingering bien moins chères, mais je vous encourage, si vous avez les moyens, vraiment de soutenir à travers tout simplement le fait d'aller voir de taper teinturière de laine, d'aller soutenir financièrement ces personnes qui le méritent amplement. Et si vous n'avez pas les moyens, ben écoutez, il y a des entreprises connues, très connues, qui font aussi ce genre d'écheveau, mais vraiment ça vaut pas, bon, les prix sont divisés par trois, mais ça vaut vraiment pas le travail que font ces charmantes personnes dans leur cuisine, et à qui je voulais vraiment rendre hommage. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez appris quelque chose à travers ce petit vagabondage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vais vous mettre le lien, si elle a toujours sa boutique, de By Night Création, parce que ben, j'ai tellement appris grâce à elle. Alors je sais pas si Bibounette a je sais pas si je sais pas, j'en ai aucune idée. Je crois que, et je ne sais pas à quel quand c'était, j'ai pas relevé les dates, au fil de la rue, je crois qu'elle ne vend pas, qu'elle fait que pour elle. Bibounette, je ne sais pas si elle vend, j'en ai aucune idée. By Night Création, je pense que oui, elle vend toujours. Donc je vous mettrai, ceci dit, le lien de sa vidéo, c'est la moindre des choses. J'essaierai de trouver le lien de sa boutique, c'est la moindre des choses aussi. Elle est en Belgique, voilà. Et puis écoutez, si vous voulez découvrir un nouveau monde, dont on fait partie aussi, puisque on est des lénovores, et connaître tous ces processus, à mon sens, c'est important. Voilà, c'est vraiment un plus. On doit savoir d'où les choses viennent, et c'est sympa. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je ne sais pas quand je vais poster cet épisode, je ne sais pas quand je posterai le prochain, mais je me régale pour l'instant à vous en préparer. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, parce que j'espère que vous serez notifiés, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous embrasse très fort, à très vite.